Je suis la directrice des études universitaires du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants ici à l'Université Western. Je suis ravie de vous accueillir à notre deuxième conférence annuelle Peter Jaffe. Je vous accueille, tous ceux qui sont en personne ou qui sont en ligne. J'aimerais commencer cette rencontre en reconnaissant les terres et j'invite la doyenne de la faculté d'éducation de l'Université Western, Donna Kotsopoulos, de prendre le micro. Merci, Madame Scott. Je m'appelle Donna Kotsopoulos. Je suis la doyenne de la faculté d'éducation de l'Université Western. Je suis une Canadienne de première génération. Les membres de ma famille se sont installés à Toronto, où se trouvent les terres ancestrales et les territoires traditionnels de nombreuses nations, les Mississauga de Credit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, où vivent aujourd'hui de nombreux peuples inuits et métis et des Premières Nations. Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Credit et par les traités Williams signés avec plusieurs bandes de Mississauga et de Chippewas. Il est important pour moi de reconnaître ce territoire comme l'espace et le lieu où une grande partie de ma vision du monde a été formulée, d'exprimer ma gratitude et mon respect. C'était une communauté diversifiée, une communauté où j'ai appris avec et sur les peuples autochtones. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je comprends à quel point c'était unique. J'ai travaillé toute ma vie dans le domaine de l'éducation où l'histoire est ancrée dans le colonialisme de peuplement, ce qui a eu des effets dévastateurs sur les premiers habitants du Canada. Notre avenir dans le domaine de l'éducation est ancré dans la décolonisation et cela se reflète dans les recommandations de la CVR spécifiques à l'éducation. Je ferai remarquer que ces recommandations étaient également reflétées dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996, il y a plus de 20 ans. En tant qu'éducatrice, j'accepte la responsabilité qui m'incombe d'enseigner et de diriger en plaçant la réconciliation au premier plan de ma réflexion, et c'est également l'engagement de mon université. Je conclurai en reconnaissant que la Western est située sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lupnewak et Shonneton, et sur les terres liées au traité de London Township et de Sombra de 1796 et au traité du plat à une cuillère. La signification de l'expression plat à une cuillère me touche vraiment. Dans ma culture, nous mangeons souvent en famille, réunis autour d'une tepsia. Le plat avec une cuillère signifie que nous mangeons tous dans un plat avec une cuillère et cela nous rappelle le fait que nous avons une responsabilité collective de respecter et de prendre soin de cette terre qui a été partagée avec nous par les peuples autochtones, tout en prenant soin l'un de l'autre. Merci. Les conférences Jaffe ont été lancées l'an passé pour reconnaître et honorer les contributions de notre collègue Peter Jaffe, celles qu'il a fait et qu'il continue à faire pour terminer la violence conjugale. Au cours de sa carrière, il a donné des centaines de conférences et a influencé des centaines de fournisseurs de services, de travailleurs sociaux, et en fait d'universitaires, de tous ceux qu'il touche. Si vous connaissez Peter, vous connaissez son engagement pour que tout le monde connaisse les signes de violence conjugale et que chaque tragédie puisse mener à une compréhension et un changement. Lorsqu'il a reçu le titre d'émérite, il était juste que nous continuions son enseignement grâce à ses conférences. Alors, quelques détails techniques. D'abord, je veux que vous sachiez qu'au début de cette conférence, il y aura une période de questions-réponses, une causerie où nous pourrons discuter des sujets traités et donc aborder les questions qui pourraient se poser. Si vous êtes ici dans la salle ou en ligne, vous pouvez envoyer des questions en ligne par Slido, www.slido.com et en entrant le code JAFFE 2022. Alors, JAFFE 2022. Vous pouvez envoyer des questions en tout temps pendant la conférence. Et ceux qui se trouvent ici avec nous dans la salle, vous pourrez aussi poser des questions en personne en levant la main et on vous amènera un micro. Là-dessus, j'accueille
la directrice de l'apprentissage du centre, la docteure Linda Baker. Merci, Katrina. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur John Devaney, qui est chaire centenaire en travail social et doyen de l'École des sciences sociales et politiques de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni. John Devaney est une de ces rares personnes dont la recherche et l'engagement pratique à bâtir et à développer des services pour protéger les enfants est recherché et primé par le monde universitaire et les praticiens. Son travail fait une différence dans le vrai monde. Peut-être qu'une des raisons pour cela, c'est que John Devaney a passé pratiquement 20 ans à travailler dans les services sociaux dans la communauté en appuyant des adultes et des enfants souffrant de troubles de l'apprentissage et dans les services officiels pour les enfants par la suite en Irlande du Nord. Il a donc accumulé une connaissance pratique de la part des familles et des enfants et cela informe son enseignement et sa recherche. Il a entrepris donc une étude subventionnée sur les expériences vécues par les enfants suite à des homicides conjugaux en Australie et aux États-Unis. Donc, il étudie les impacts longitudinaux des enfants qui ont vécu de telles crises pour raffiner, innover dans ses approches de travail avec les familles. Son travail nous aide à comprendre les interventions les plus utiles pour les enfants et les familles qui vivent la violence conjugale et à considérer s'il y a de meilleurs moyens d'appuyer les enfants pour les garder en sécurité. Parmi ses nombreuses publications, contributions et distinctions, le Dr Devaney convoque la communauté internationale de pratique pour l'étude des homicides domestiques. Il a reçu une bourse Churchill en 2012 pour étudier le travail avec les hommes qui ont recours à la violence et aux abus dans leurs relations intimes. Je pourrais vous parler longuement de John, mais il est modeste, il m'a demandé de garder mes commentaires brefs. Alors, nous sommes honorés d'avoir la participation de John Devaney lors de cette deuxième conférence Peter Jaffe. Que vous soyez ici avec nous en ligne, joignez-vous à moi pour accueillir chaleureusement le professeur John Devaney. Merci beaucoup, Linda, pour cet accueil chaleureux. Ça me rend bien gênée et embarrassée d'entendre tous ces propos aimables, mais je vous remercie et j'accueille avec plaisir tous ceux qui sont ici ou en ligne pour écouter ma présentation et pour tenir une conversation plus tard avec Peter sur certains des thèmes que nous aborderons. J'aimerais remercier Katrina et les collègues ici au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants pour leur aimable invitation à participer aujourd'hui et aussi pour leur accueil formidable au cours des quelques derniers jours. Vraiment, cela reflète bien l'ambiance de l'université, l'intention du centre et de l'équipe. J'aimerais commencer par parler de Peter lui-même. Je ne m'étais pas rendu compte lorsque j'ai commencé de préparer cette présentation que j'allais rendre un hommage si véritable et si chaleureux à Peter Jaffe et à son travail pour donc éviter la violence contre les femmes et les enfants. Mais je vois que ma diapo, ça dit influencer le monde depuis 1583. Il travaille depuis peut-être bien plus longtemps que cela, mais je suis tout de même privilégiée de travailler avec Peter depuis 2013, lorsque j'ai eu le plaisir de visiter le centre ici avec
et que j'ai rencontré Peter et Linda et qui m'ont accueilli chaleureusement, ont été généreux de leur temps et de leur connaissance dans leur travail pour contrer la violence faite aux femmes et aux enfants. Cela m'a aidé à comprendre et à accumuler des connaissances qui ont informé mon travail dans d'autres parties du monde. En fait, je connaissais le travail de Peter déjà grâce à ses nombreuses publications et cela m'a aidé en tant que praticien et plus tard en tant qu'universitaire, donc pour aborder les questions dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, la personne qui a attiré mon attention sur Peter, c'est une camarade à l'université, une collègue, Maddie Bale, qui a une influence considérable sur ma propre démarche intellectuelle et mon travail. Elle a rencontré Peter au milieu des années 90 et elle est revenue avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, et elle m'a expliqué comment, euh, avec les victimes des violences conjugales, nous devions considérer les enfants qui étaient eux-mêmes des victimes. Euh, Et m'a vraiment lancé sur ce parcours euh, qui m'intéresse toujours quant à ces questions de répondre de manière utile aux besoins de ses enfants. Peter a publié donc énormément de travaux et je crois que c'est une sous-estimation. Je crois qu'il a publié 10 ouvrages, 29 contributions à divers livres, 80 articles publiés dans des revues internationales évalués par les pairs. Ces contributions donc ont été profondes sur deux plans. D'abord, sur comment on doit comprendre et interpréter la violence conjugale, mais aussi le travail factuel qui sous-tend tout cela, les constats empiriques qui nous aident à diriger nos travaux dans ce domaine. Le travail de Peter est souvent cité de plusieurs manières et plusieurs universitaires même pensaient avoir une réputation internationale parce que quelqu'un ailleurs dans le monde a lu ses travaux et les cite, mais là, il est vrai que Peter est véritablement reconnu partout dans le monde comme universitaire et praticien et pour orienter la réflexion de personnes partout dans le monde. Sa capacité de mentorer, d'encadrer et d'appuyer les autres est bien connue et de prendre du recul et de vraiment laisser la place à ceux qui l'entourent pour faire le travail. Et ça, je l'ai vu cela pendant mes années d'association avec lui et il a fait cela avec d'autres aussi. Et je suis donc bien modeste face à Peter lorsqu'on me demande de vous donner cette conférence suite à la contribution que Peter a fait à l'international. Donc, passons peut-être au cœur du sujet. Je vais commencer par explorer l'enjeu de l'expérience des enfants, donc dans l'adversité, puis je vais étudier ce que ça peut vouloir dire de vivre l'expérience euh, de la violence conjugale pour les enfants et nous allons donc jeter une lumière plus importante sur cette question, le vécu des enfants lorsque un parent est tué par le partenaire intime actuel ou précédent d'un autre parent, que ce soit le parent biologique ou non. Et voici ce que j'espère faire. J'espère voir comment on peut comprendre la position des enfants devant ces événements horrifiants du point de vue de l'enfant pour pouvoir mieux faire valoir leurs droits. Et nous allons plus tard aborder le pourquoi de l'importance de cela et comment nous devons passer plus loin, aller plus loin que de considérer les enfants comme des gens, des êtres passifs et plutôt des personnes qui ont le droit d'être comprises, consultées et dont les droits doivent être maintenus, doivent être défendus devant les divers systèmes de justice.
J'ai vécu une carrière longue et gratifiante en tant que praticien en sciences sociales, ainsi que dans les niveaux de politique d'orientation avant de passer à l'université. Et un thème central de tout mon travail a été le désir de comprendre et de traiter les impacts souvent ressentis tout au long de la vie que vivent les enfants lors de violences et de homicides conjugaux. En tant que praticien, nous voulons veiller à ce que tous les enfants avec qui nous avons contact, que ce soit des fournisseurs de services, des services sociaux et d'autres intervenants, que l'enfant puisse maximiser le potentiel qu'ils ont. Et nous savons que les enfants ne sont pas nés dans des circonstances égales et que certains enfants vivent toute une gamme d'adversités. Euh, auxquels ils doivent faire face. Il s'agit donc de créer des occasions d'appuyer chaque enfant euh, et d'éviter les facteurs qui compliquent leur vie. Si nous pouvons le faire, cela euh, est positif pour les enfants, mais aussi pour la société dans laquelle nous vivons. Je suis assez grand et les micros parfois doivent être ajustés. Alors, l'adversité pour un enfant se décline sous plusieurs formes. La pauvreté, le racisme, le handicap, la maltraitance, le traumatisme, suite à des événements importants de la vie. Il y a énormément de preuves de Michael Rutter, de Dr. Filetti, de Heather Turner et collègues, et euh, Nico Trocme, et bien sûr Barbara Fallon. Donc, on a mentionné Heather Turner, le travail de Katrina Scott. Cela nous permet de comprendre l'impact que vivent les enfants au moment et pendant tout le reste de leur vie lorsqu'ils vivent de l'adversité. Et par tous ces travaux, il y a quelques messages clés, clairs et solides. Les enfants sont souvent confrontés à de nouvelles épreuves, à de nombreuses épreuves, et nous devons savoir que les différents types d'adversité peuvent être intersectionnels si nous voulons les aborder de manière efficace. Nous devons donc réfléchir aux problèmes structurels comme la pauvreté, les pratiques racistes, et cela aussi met en jeu les défis auxquels sont confrontés les enfants aux adultes lorsqu'ils vivent de la violence conjugale. Les enfants peuvent être résilients et nous avons tenu une conversation comme celle-ci justement hier. Et les enfants peuvent se remettre de l'adversité si celle-ci est de courte durée et compensée par des relations solides avec des personnes aimantes et attentionnées, des personnes robustes. Et cela peut être complété par des milieux de vie empathiques qui favorisent leur potentiel comme des écoles. Mais enfin, les enfants qui connaîtront des circonstances moins positives à l'âge adulte sont ceux et celles qui subissent des épreuves multiples sur de longues périodes de temps et peu de moyens d'atténuation, de rémédiation ou de compensation pour ces expériences de vie. Donc, ma conférence d'aujourd'hui porte sur un groupe relativement restreint d'enfants ayant vécu un événement qui change leur vie très particulier et qui donc vraiment influence leur parcours de vie, le meurtre d'un parent par son partenaire intime actuel ou précédent, et je vais tenter d'illustrer comment nous pouvons penser aux enfants et à l'adversité qu'ils peuvent vivre dans le moment, dans le contexte de leur enfance, et comment on peut répondre de manière qui pourrait être utile. Quant au travail dont je vais vous parler, nous allons parler du fait que lorsqu'un notre parent est tué par son partenaire, l'enfant vit toute une gamme de pertes. Un parent est décédé, l'autre est souvent arrêté, détenu ou s'enfuit ou s'est suicidé. Mais en plus de cela, le foyer est devenu une scène du crime et je
voudrais parler de ce sens de bouleversement complet de la vie de l'enfant qui affecte son sentiment de place dans le monde et sa relation avec les autres. Pour certains enfants, ils auraient pu perdre un de leurs frères et sœurs ou plus et pourraient parfois être le seul membre survivant de la famille. À l'international, nous ne savons pas exactement combien d'enfants tombent dans cette catégorie d'enfants qui vivent l'homicide conjugal, parental. Nous savons que peut-être ce chiffre n'est pas énorme, mais que les implications sont vastes. Cependant, ce qui est très apparent, c'est que tandis que nous savons que ces enfants existent, nous ne connaissons pas vraiment leurs expériences et du point de vue professionnel, ce que les services professionnels peuvent faire pour être utiles pour ce groupe d'enfants. Une chose qui est très claire lorsqu'on parle à des professionnels qui travaillent dans le domaine pendant une période de temps après un tel événement, c'est que de nombreuses décisions importantes doivent être prises très rapidement. Ces décisions peuvent mettre en jeu où l'enfant va vivre, qui va offrir les soins aux enfants dans ces circonstances, quels sont les contacts que l'enfant aura avec l'agresseur, le meurtrier, particulièrement si c'est l'autre parent biologique de l'enfant. Et quels sont les besoins immédiats de l'enfant et les besoins à moyen et à plus long terme. Par exemple, tandis qu'il pourrait y avoir un membre de la parenté, un ami de la famille qui peut s'occuper de l'enfant tout de suite après un tel euh, événement, quelles sont les décisions à long terme qui toucheront l'enfant? Y a-t-il quelqu'un qui doit prendre ces décisions, qui peut se présenter et qui a le droit de regard le plus important quant à ces questions? Souvent, on voit cette tension qui donc euh, se fait voir, se fait sentir entre le côté maternel et paternel. Si c'est la mère qui a été, par exemple, assassinée, est-ce que son côté a donc un droit moral plus important de s'occuper de l'enfant, de prendre les décisions, même si l'enfant a vécu davantage avec le côté parental du père? Et ces décisions doivent être prises donc après coup, mais ont des implications à moyen et à beaucoup plus long terme pour l'enfant et pour les relations avec sa famille. Quant à ma propre pratique professionnelle, il y a eu une famille avec qui j'ai travaillé euh, où c'était un enjeu. Et il y avait eu des questions clés qui se sont dégagées de mon travail avec cet enfant et la famille. Qu'est-ce que les enfants savaient, quel qu'ils savaient à ce moment-là et que savaient-ils à plus long terme? Si l'enfant est un bambin, un nourrisson, peut-être qu'il ne saura rien sur le coup, mais que doit-on lui dire à long terme? Et même si l'enfant est très conscient de ce qui s'est passé avec un ou les deux de ses parents, quel est le récit qu'ils forment dans leur tête? Et est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il faut partager d'autres informations avec lui et qui doit le faire? Comme on le sait de la littérature sur la maltraitance plus généralement, lorsque les enfants sont des victimes de violences et d'abus, une fois que le système pénal est en jeu, l'enfant passe à non seulement être une victime, mais aussi un témoin du crime, que ce soit contre lui-même ou elle-même ou d'autres. Et il y a des collègues des pays nordiques en ce moment qui travaillent sur un modèle qui est semblable à le vôtre quant au Centre de défense des droits des enfants, où qui constate que lorsque le système de justice pénale et justice familiale se rejoignent, ce qui se produit souvent, c'est que le système de justice familiale donc est dominé
par le système de justice pénale et doit prendre du recul. Et alors, les besoins de l'enfant, comment on doit répondre, quel processus on doit suivre pour le faire, ça devient secondaire aux besoins du système pénal pour veiller à ce que donc les plaignants et l'accusé obtiennent un de procès juste et équitable. Alors, les enfants qui sont des personnes de droit, qui ont été victimisées, dont les droits ont été empiétés, se voient encore davantage négligés et leurs droits sont carrément mis de côté dans ces cas-là. Si un parent est en détention, quels sont les arrangements de contact avec ce parent? Euh, le système de justice pénale dit même si quelqu'un est accusé qu'il n'a pas été trouvé coupable, cette personne doit maintenir tous ses droits, pas seulement les droits juridiques légaux, mais aussi les droits quant à leur propriété et à leurs enfants. Et je donnerai des exemples de cela un petit peu plus tard qui vous permettront de voir donc comment ça se décline. Par ailleurs, quel est le rôle de l'État dans la prise de décision dans ces cas-là par rapport aux autres? Qui doit prendre des décisions quand où les enfants vivent? Quel contact l'enfant aura avec l'agresseur allégué? Et doit-il consentir à être un témoin, par exemple, lors d'un homicide conjugal? Et en plus de ces questions pratiques et juridiques, elles sont bien importantes, mais quels sont les soutiens émotifs, sociaux et émotifs dont l'enfant pourrait avoir besoin sur le coup, à moyen terme et à plus long terme? Si nous passons à ce que l'on sait déjà de la littérature publiée, la personne qui a fait beaucoup de travail dans ce domaine, c'est ma collègue et collaboratrice, la docteure Eva Alessis de l'Université de Melbourne. Je vous montrerai une photo d'elle bientôt. Eva travaille dans le domaine depuis une dizaine d'années. Elle tente de comprendre quels sont les besoins des enfants dans ce contexte particulier. Elle est psychologue et elle est très intéressée par le traumatisme et par la manière dont on comprend ces enjeux quant à la façon dont les enfants pourraient être traumatisés, mais aussi quels seraient leurs besoins et de manière beaucoup plus vaste. Eva et ses collègues, en 2015, ont développé donc des études systématiques pour tenter de comprendre ce qui avait déjà été recherché sur ce sujet. Ils ont découvert qu'il n'y avait que 17 publications, donc provenant de 13 études penchant sur la santé mentale et bien-être des enfants après un homicide parental commis par un partenaire intime. Il semblerait que ce sont très peu d'études vraiment dans ce domaine, la plupart des études ayant eu lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni quelques-unes et un peu ailleurs dans le monde. Et au total, il y avait 328 enfants issus d'environ 175 familles au total dans le cadre de toutes ces études. Alors même au Royaume-Uni, nous savons qu'il y a davantage d'enfants qui vivent ceci juste au Royaume-Uni chaque année. Mais voici le nombre de publications qui ont été réunies suite aux recherches d'Eva et de ses collègues entre 2015 et 2017. Alors, ils ont conclu qu'il y avait 4 domaines importants qui devraient nous préoccuper, nous, les praticiens. D'abord, l'impact psychologique d'être laissé donc orphelin ou avec un seul parent dans ces circonstances. Quel était l'impact donc des autres quant à leur regard envers vous? Ensuite, quels étaient donc les effets donc physiques sur le bien-être de l'enfant même et quels étaient aussi donc les impacts sur l'achèvement scolaire des enfants à l'avenir. Alors, les impacts d'un tel deuil en tant qu'enfant donnent lieu à des répercussions sur tous ces plans
pas seulement à long terme, mais à court terme, mais à beaucoup plus long terme. Eva et son équipe ont développé ce modèle basé sur ses travaux, mettant en lumière les événements lorsqu'un enfant était endeuillé, qu'un parent était tué. Vous, on voit donc les facteurs de risque post-traumatiques et dans la case du milieu, par exemple, auxquels les enfants sont exposés et qu'ils pourraient vivre plus tard dans leur vie. Mais on reconnaît aussi que pour plusieurs de ces enfants, ça pourrait être une accumulation de nombreux mois ou années de vie avec d'autres adversités, particulièrement des situations familiales où il y a un long historique de violence conjugale auquel les enfants ont été exposés, qu'ils ont vécu. Et il s'agit donc, si l'on comprend ceci comme un seul incident, cela nous met plutôt dans un cul-de-sac. Si l'on considère cela davantage comme une suite de plusieurs années, cela ouvre davantage notre connaissance, notre compréhension, et on peut reconnaître les défis du vécu de l'enfant. Par exemple, s'il y a des conflits dans la famille étendue quant à avec qui les enfants doivent vivre ou passer du temps, ce modèle est utile pour comprendre le moment dans le temps en incluant tout ce qui a été fait avant et après et que tout cela est interconnecté et donc que nous, si nous pouvons intervenir à une étape précédente, précoce dans une telle série. Donc, lorsque les enfants doivent vivre de toute manière avec la violence conjugale pendant une longue période de temps, de toute manière, mais comment on peut mieux aider l'enfant et comment on peut tenir compte de ceux qui entourent l'enfant. Donc, en essayant de promouvoir le sentiment de résilience de l'enfant et en leur offrant un filet de sécurité, alors que s'ils vivent de tels événements que nous reconnaîtrions tous comme des événements traumatiques importants dans la vie, qu'ils puissent traiter cela de manière plus constructive. Ce qui a découlé de ce travail, de la part d'Eva et de ses collègues, c'est de reconnaître lorsqu'il y a plus d'un enfant dans une famille, leur expérience peut être différente et donc leur point de vue peut être varié. Il est donc important de penser à des enfants comme un groupe qui ont des expériences communes sans supposer que leur point de vue sur la situation et que leurs besoins sont les mêmes. Cela, euh, cette citation ici capte très bien cela quant à qui les enfants blâment dans une telle situation, mais pourraient être leurs besoins et quant à ce qui s'est produit afin qu'ils puissent passer aux prochaines étapes de leur vie avec un sentiment clair de ce qui s'est produit, une idée claire de ce qui s'est produit et une capacité de résilience. La raison pour laquelle Eva et ses collègues ont entrepris cette revue systématique, c'est que le gouvernement des Pays-Bas avait demandé de le faire car il y a eu un cas très connu dans les Pays-Bas qui a reçu l'attention des médias et qui avait rendu les politiciens déconcertés quant à ce qu'on devait faire. On ne savait pas ce qui était la bonne chose à faire. Il fallait donc pouvoir avoir des faits empiriques pour pouvoir établir donc une façon de faire, un modèle d'action. On a demandé à Eva de faire deux choses. D'estimer la prévalence de cette question dans les Pays-Bas et de tenter de réfléchir aux besoins des enfants après un tel événement. Et ce qu'on a découvert en étudiant toute une série de bases de données administratives par des agences, par exemple, de justice pénale, par des tribunaux, par des services de protection à l'enfance, par exemple, c'est que sur une période de 10 ans aux Pays-Bas, il y a eu 256 enfants qui ont perdu un parent biologique à la suite de 137 cas d'homicide commis par un partenaire et les mères étaient en très grande majorité les victimes adultes
de ces crimes. En moyenne, les enfants étaient âgés de 7,4 ans au moment de l'homicide, mais comme vous le savez, il y avait un écart important. Il y avait des enfants qui étaient des bébés, des nourrissons, et d'autres qui avaient pratiquement d'âge de la majorité. Ce qui diffère donc par rapport aux autres études, c'est que dans cette étude, plus de la moitié de ces enfants étaient considérés comme des personnes immigrantes et cette population constitue 20% de la constitution de la population aux Pays-Bas. C'est donc une surreprésentation. Pourquoi? Des enjeux structurels de racisme, de pauvreté ou des faits relatifs fait qu'aux Pays-Bas, les pratiques culturelles, les compréhensions sont différentes quant à certains enjeux. Eva et ses collègues n'avaient pas les données permettant de mettre cela au clair, mais à mon avis, ça vaut la peine d'étudier cela pour voir, comme le travail de Peter l'a démontré bien souvent, de regarder l'intersectionnalité de ces questions pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer et mieux informer les types d'approches qu'on pourrait utiliser. Sur cette diapo, je regrette, c'est assez chargé, vous ne pourrez peut-être pas voir le tout. Les détails pourraient être un peu clairs, mais ce que ça montre, c'est que dans la majorité des homicides, ça a eu lieu dans le foyer de l'enfant. Donc, lorsque l'on dit que notre foyer devait être l'endroit le plus sécuritaire pour nous en tant qu'adultes et même qu'enfants, cela devient l'endroit le plus dangereux pour l'enfant et ceux qui les entourent. La majorité des enfants étaient au même endroit que le meurtrier. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se produit à distance de l'enfant. L'enfant est souvent présent et même s'il ne voit pas l'acte lui-même, il pourrait voir le corps de la victime par la suite et tout leur sentiment donc de cet acte horrible peut ressurgir à ce moment-là. On voit ici s'il y a eu des armes de poing ou d'autres instruments, des armes blanches qui ont été utilisées. On voit ici la prévalence et c'est assez horrible pour un enfant de voir cela par la suite. On peut se l'imaginer. Et par la suite, Eva et son équipe ont étudié ce que les enfants deviennent par la suite de ce genre d'événement. Ils ont étudié 23 enfants de 28 à 24 ans, 15 de sexe féminin, 8 de sexe masculin. 21 d'entre eux avaient perdu leur mère, 2 leur père. Et ce qu'ils ont tous rapporté, c'est des difficultés importantes et persistantes, notamment de la détresse, des conflits entre les membres de la famille et un sentiment d'insécurité. Nous avons un exemple d'un petit garçon que nous avons interviewé pour notre recherche qui ne pouvait dormir la nuit après le meurtre de sa mère par le partenaire de la mère et le petit garçon est demeuré dans le foyer familial avec sa grand-mère qui s'occupait de lui et tout le monde a attribué son manque de sommeil la nuit et au traumatisme qu'il vivait, mais ce n'est que lorsqu'on lui a parlé de ce qui pourrait aider qu'il a souligné une chaise dans la salle où la personne qui a tué sa mère s'assoyait donc la nuit pour lui parler, jamais de manière appropriée. C'était un rappel visuel de la personne qui a bouleversé sa vie, qui a tué sa mère. Et donc, cette image donc d'un objet sert de rappel physique. Et ce qui a découlé du travail d'Eva, c'est donc l'image de soi de l'enfant, leur rapport avec leurs parents biologiques et leur place dans le monde par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'était passé, sont affectés. Alors, ces concepts clés, donc, découlent de ce qu'on a appris de la littérature et du travail de mes collègues
Les concepts principaux sont le sens vraiment prévalent de perte que vit l'enfant, le traumatisme, donc avec la famille existante, le parent évidemment qui reste et souvent les frères et sœurs, et la résilience dont ils doivent faire preuve, euh, et donc un questionnement quant à leur identité et ce qui pourrait faire une différence pour aider les enfants en bout du compte avec tout ça, quelque chose qui pourrait être utile. Donc, euh, donc, Eva a demandé au Conseil australien de la recherche pour un financement afin de reproduire et de prolonger, d'étendre la recherche qu'elle avait menée en Hollande. Elle est à l'Université de Melbourne maintenant et à Édimbourg en Écosse. Elle a décidé de collaborer à une autre étude dans deux autres endroits bien semblables, principalement des pays blancs anglo-saxons connectés par un historique semblable de colonialisme, mais aussi des éléments en commun aujourd'hui, mais aussi des différences, des structures juridiques différentes et une façon différente d'organiser les services. Parce que ce qui nous intéressait, c'était de comprendre mieux non seulement quelles sont les expériences des enfants dans l'après-coup direct et à plus long terme, mais aussi de comprendre quels étaient les éléments universels quant à l'expérience des enfants, bon, des membres de la famille et des professionnels même, et aussi de comprendre ce qui pourrait être influencé par un contexte local, que ce soit du culturel ou de du législatif ou de l'organisation des services. Ce que vous voyez ici, Eva, qui est à droite, qui mène le projet. Elle est responsable de l'ensemble du projet. Moi, je mène la charge au Royaume-Uni et en Irlande. Et à droite, à gauche plutôt, vous voyez Catherine Joy qui tient une photo de sa mère et qui a vécu donc l'expérience de sa mère qui a été assassinée par son père et qui a contribué encore davantage à ce que nous pouvons contribuer, Eva et moi, au projet, et ce qui a permis de modeler la recherche pour la planification aussi et l'utilisation des conclusions de la recherche. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des entrevues avec 60 personnes en Australie, en Grande-Bretagne, en Irlande. Nous sommes à peu près à moitié maintenant. Et évidemment, comme tous les projets de recherche, la pandémie nous a euh, donc fait accuser un certain retard. Et notre objectif est de parler donc avec 20 jeunes de chacun de ces pays qui ont été endeuillés de cette manière, 20 personnes aidantes et des personnes signifiantes dans la vie de ces jeunes et 20 spécialistes intervenants dans chacun de ces pays qui ont travaillé avec des jeunes qui ont vécu cela. Nous voulons étudier toute une gamme d'enjeux, y compris le sentiment d'identité des jeunes. Voici les critères d'inclusion. Je ne les lirai pas tous, mais ce qui nous intéresse, c'est toute jeune personne, toute une personne qui aurait vécu donc le deuil de cette manière avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Nous faisons des entrevues cependant avec les jeunes de 12 ans et plus qui, d'après nous, auraient la compétence, la compréhension et qui ont la capacité de consentir. Donc, bon, mais nous préférions nous adresser à des personnes âgées de moins de 30-35 ans. Donc, cependant, comme je l'ai dit plus tôt, ce qui nous intéresse, c'est la question d'identité chez ces jeunes. Nous savons déjà qu'il y a une littérature importante et signifiante sur l'identité altérée lors chez les victimes d'abus, de maltraitance et d'agressions sexuelles, des éléments de la vie auxquels ils n'ont eu aucun contrôle et qui les ont placés sur une trajectoire de vie différente que autrement, et le sens
d'identité de soi et la perception des autres, de soi, heu, suite au vécu de maltraitance ou dans notre cas, le meurtre d'un des parents par l'autre, à savoir si le concept est utile, pas seulement pour comprendre comment la personne se perçoit soi-même, elle-même, mais comment nous, à titre d'intervenant professionnel, comment on peut aider de manière thérapeutique, psychologique, pour offrir ce qui pourrait être utile à un jeune ou à un adulte. Quel est donc qu'est-ce qu'il y a dans ces sentiments subjectifs de soi-même et de la façon dont les autres nous perçoivent qu'on pourrait manipuler, qu'on pourrait transformer pour aider la personne à l'avenir. Alors, pendant les 10 dernières minutes de ma présentation, je vais présenter des éléments actuels de mon travail. Euh, Nous allons donc accumuler des données. Nous avons encore à les analyser, en fait, mm, quant aux personnes que nous avons interviewées pour essayer d'y voir clair. Lorsqu'on aura terminé notre analyse, nous allons faire des vérifications pour bien être certain d'avoir entendu ce que nous avons entendu, pour bien refléter le point de vue des personnes interviewées. Quand vous allez lire ces documents, certaines choses pourraient avoir changé de place un peu. Mais les enjeux auxquels nous nous attaquons en tant qu'équipe de recherche en Australie et au Royaume-Uni font partie des enjeux dont je vais parler. Premièrement, la capacité d'agir des enfants à la suite d'un de ces événements. Les adultes arrivent, les policiers, travailleurs sociaux, avocats, professionnels de la santé. Ils veulent essayer de faire quelque chose pour essayer de contenir la douleur des enfants et pour essayer d'arranger les choses, en commençant par les besoins physiques des enfants. Qui va s'occuper d'eux? Où vont-ils vivre? Ont-ils besoin de quelque chose de leur foyer familial? Cela va jusqu'à réfléchir à ce dont les enfants pourraient avoir besoin en termes de justice pour ce qu'ils ont vécu. Alors, il est fréquent que les jeunes, les soignants et les professionnels nous disent que le sentiment d'appartenance des enfants à leur famille est bouleversé à la suite d'un homicide. Nous avons parlé avec une jeune femme. Elle est maintenant adulte. Elle mène une vie très épanouie et très réussie. Nous avons parlé du fait qu'après le meurtre de sa mère par son nouveau compagnon, les gens ont décidé qu'elle devait aller vivre avec son père biologique, qui était séparé de sa mère. Le père voulait vraiment assurer ses responsabilités et s'occuper de sa fille. Mais la fille voulait vivre avec sa tante. Sa relation avec son père n'était pas problématique, mais très fragile. Elle voyait son père de temps à autre. La nature de son travail faisait en sorte qu'il était sorti du pays pendant de longues durées. Sa relation avec lui était importante pour elle, mais elle trouvait que sa tante et elle avaient une relation plus forte et que sa tante était prête à s'occuper d'elle. Mais les professionnels impliqués à l'époque étaient d'avis que le père avait des responsabilités légales envers sa fille. Alors, s'il veut s'occuper de ses responsabilités, il faut lui donner la possibilité de le faire. Et s'il veut placer sa fille chez son ancienne belle-sœur, il a le droit de le faire. Mais ce n'est pas à l'État d'intervenir et de commencer à essayer de prendre ses décisions, ni de supplanter sa position de parent unique et survivant. Ce qui est vraiment ressorti chez ces jeunes femmes, c'est son manque de capacité d'agir dans ces discussions. Personne ne voulait vraiment savoir quel était son point de vue, quels étaient ses besoins, selon elle, dans cette situation. Et d'une manière, cela a amplifié son sentiment d'impuissance, son impuissance à sauver sa mère et son impuissance à décider qui devrait s'occuper d'elle.
Dans un autre cas, nous avions 3 jeunes garçons. Leur mère a été tuée par son mari, le père biologique des garçons. Cette famille vivait dans une région rurale très éloignée. Les 2 côtés de la famille élargie vivaient à proximité de la famille où ces 3 garçons avaient été élevés. C'était surtout le côté de la mère qui avait eu des contacts réguliers avec les garçons. Mais en fait, le côté paternel avait aussi eu des contacts réguliers. La police est arrivée, a arrêté le père, l'a amené au poste de police, mais encore là, comme il n'avait pas encore été déclaré coupable du meurtre de sa femme, même si toutes les preuves indiquaient clairement qu'il était le seul suspect dans cette affaire, l'État a décidé de ne pas intervenir pour décider à qui confier les garçons. Comme mentionné, cela a donné lieu à une relation très complexe entre les 2 parties de la famille. Le côté du père avait du mal à accepter que leur fils, leur frère, ait pu faire quelque chose d'aussi horrible. Le côté maternel était d'avis qu'il avait une plus grande légitimité morale pour être le gardien et la personne en charge des garçons, pas seulement pour s'occuper d'eux, mais pour être aussi le gardien de la mémoire de leur mère. Les services de protection de l'enfance ont trouvé que leur travail n'était pas d'intervenir pour décider, étant donné que le père était toujours là. Mais les services n'avaient pas non plus l'impression d'avoir un rôle de médiateur à ce stade très tôt et de pouvoir résoudre des questions de façon à être centrés sur l'enfant et à leur bénéficier à long terme, contrairement à ce qui s'est passé selon les membres de la famille à qui nous avons parlé. Les 2 côtés de la famille sont devenus très polarisés et les garçons ont fini par être pris en charge par l'État en raison de cette polarisation. Dans cette affaire, on voit qu'à la suite de cet événement, on espère normalement que les enfants pourraient être placés auprès d'autres membres de la famille. Ça semble être la meilleure solution pour les enfants. Mais si l'État n'assume pas ses responsabilités, telles qu'elles sont inscrites dans la loi, en termes de travailler pour garantir les meilleures dispositions pour l'enfant, cette abdication des responsabilités aboutit à ce que quelque chose se produise de toute façon. Et maintenant, il y a ces garçons qui sont pris en charge par l'État depuis 3 ans parce que l'affaire n'a pas encore été jugée devant les tribunaux. Dans ces situations, l'État attend la détermination légale de la culpabilité avant de penser qu'il devrait assumer la responsabilité principale et décider qui est le mieux placé pour s'occuper des enfants. Ce sont 2 exemples de situations à la suite d'un homicide conjugal. La vie des enfants peut être plus compliquée plutôt que moins compliquée en raison de la situation juridique, en raison de la façon dont les services sont réticents à s'impliquer, en raison du caractère unique de ces situations et du fait qu'ils ne savent pas quelles sont leurs responsabilités dans ces situations, mais aussi en raison de la complexité des relations humaines, surtout lorsque les familles essaient de comprendre ce qui a pu se passer. Mais l'une des choses qui est aussi ressortie des entretiens, c'est le revers de la médaille. Les enfants peuvent tirer certains avantages, même après des événements terribles. Par exemple, un professionnel de la santé que nous avons interviewé a parlé d'une jeune fille. Sa mère et sa sœur avaient été tuées par le nouveau partenaire de sa mère. Et elle n'était en couple que depuis quelques semaines. Le professionnel de la santé nous a dit que c'était une jeune fille dont le père n'avait pas été présent dans sa vie. Elle avait été ensuite placée dans une famille d'accueil et maintenant, elle s'épanouit dans cette famille d'accueil. C'est en partie grâce à l'amour et aux soins de cette famille d'accueil, mais c'est aussi le reflet de sa vie. C'est une jeune fille dont la mère avait connu beaucoup de difficultés.
Ils avaient déménagé partout dans la campagne. L'enfant n'avait pas eu de foyer permanent. Elle n'était jamais restée à l'école plus de quelques mois, et sa vie était donc très chaotique. Alors, même si cette chose terrible est arrivée à sa mère et à sa sœur, l'un des points positifs qui en est ressorti, c'est qu'elle a pu s'enraciner dans une famille, aller à l'école, développer des amitiés et commencer à s'épanouir. Et je ne cherche pas à minimiser l'autre aspect de sa vie, mais ça revient à un des points précédents. On ne peut pas considérer l'incident sans tenir compte de ce que les enfants ont vécu avant l'incident et ce que l'on peut faire après l'incident. Pour essayer de les aider à contenir leur angoisse par rapport à ce qu'ils avaient vécu et pour les aider à faire avancer leur vie, plutôt que d'être freinés par le passé. Enfin, l'un des thèmes qui ressort de tout notre travail jusqu'à présent, c'est ce sentiment d'altérité. Ça nous ramène à l'idée d'autostigmatisation, d'identité bafouée, où les jeunes disent avoir remarqué que les autres ont commencé à les traiter différemment à cause de ce qui leur est arrivé. Alors, premièrement, c'est peut-être parce que les autres constatent qu'il est difficile de parler à l'enfant et ne savent pas comment lui parler de quelque chose d'aussi horrible, et il se peut qu'ils aient peur de le retraumatiser, de l'inquiéter ou de le bouleverser davantage. Mais ça semble être plus que cela. L'enfant est perçu comme étant différent à cause de ce qui s'est passé dans sa famille. Les autres ne savent pas comment interagir avec lui à l'avenir. Ce qu'on a vu, ce sont de très bons exemples de cas où les professionnels sont intervenus et ont pu faire des choses très utiles dans ces situations. Par exemple, une école primaire a veillé à ce que tous les enfants de l'école aient une explication très simple et directe de ce que leur ami avait vécu, de la même façon que si un autre enfant de l'école avait perdu un parent à cause du cancer ou si un autre enfant avait eu un accident qui avait changé sa vie. C'était une conversation qu'il était normal d'avoir dans l'environnement scolaire et ils ont essayé de normaliser ce que l'on dirait tous est une situation très anormale. De même, dans un autre cas, des professionnels se réunissaient tous les mois. Il y avait des professionnels de l'école, des fournisseurs de la santé et des spécialistes qui étaient formés en traumatisme plutôt qu'en homicides familiaux. Ils essayaient de donner des conseils aux personnes qui s'occupent des enfants et aux professionnels qui voient régulièrement les enfants sur la façon de parler à l'enfant et de réagir si l'enfant divulgue de l'information par rapport à l'incident ou sur des choses qui s'étaient produites auparavant. Dans ce cas, les professionnels ont signalé que les conseils sur la façon de s'engager dans des pratiques tenant compte des traumatismes semblaient très, très bien fonctionner pour cet enfant en particulier. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut se réjouir qu'il y ait une bien meilleure reconnaissance au niveau international que les enfants sont des victimes directes de la violence conjugale autant que les victimes adultes, mais que du point de vue du développement, la façon dont les enfants peuvent vivre les incidents dans leur vie, ainsi que l'environnement et le contexte où ils se trouvent, peuvent être très différents de la façon dont les expériences les vivent. On s'intéresse de plus en plus à l'homicide conjugal, à la fois du point de vue des victimes adultes et de ce que ça signifie pour ceux qui survivent. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il faut essayer de réfléchir à la façon dont les enfants comprennent ces événements au moment de l'incident et au fil du temps, d'une façon qui puisse leur être utile et de savoir que d'autres veulent aborder ces questions à différents stades de leur développement, mais aussi d'essayer de réfléchir à la façon dont on peut mettre en place des services qui aident les enfants et les jeunes. Certaines des personnes que nous avons interrogées et qui avaient une expérience de ces questions ont parlé de l'intérêt qu'elles auraient eu à faire partie d'un groupe de soutien avec d'autres jeunes qui avaient vécu ce genre d'événements.
Mais ils ont aussi parlé de l'intérêt de le faire à l'âge adulte. Si cela avait existé, à cause de ce sentiment d'altérité et du fait qu'ils ne voulaient pas imposer aux autres leur douleur, leur traumatisme, parce qu'ils ne savaient pas si ces gens pouvaient y faire face. Mais aussi parce qu'ils ne savaient pas si d'autres personnes, ayant vécu d'autres types de traumatismes, comprendraient ce qu'ils avaient vécu. L'une des choses qui ressort de notre recherche et de l'étude néerlandaise, c'est qu'on peut se concentrer sur les soins physiques au détriment des soins de santé mentale, au détriment de la réflexion sur cette idée du sentiment d'identité de l'enfant. Et il faut le considérer conjointement avec les relations que les enfants ont avec les personnes qui s'occupent d'eux, avec les membres de la famille élargie, avec la personne qui a peut-être causé ce préjudice, si c'est l'autre parent, et leur relation avec les frères et les sœurs survivants. Pour ce qui est d'essayer de réfléchir à la façon de réorienter les services pour qu'ils soient plus utiles, l'une des choses qui ressort très clairement, c'est que nous voulons tous aider les enfants et les jeunes, mais nous sommes moins susceptibles de leur parler pour essayer de comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent et ce que l'on pourrait faire. Il est donc nécessaire d'essayer de réfléchir à ce que la recherche peut apporter dans cette situation, d'essayer de comprendre le point de vue des enfants sur ces questions et de réfléchir au point de vue des personnes qui s'occupent des enfants et des membres de la famille par rapport à ce dont ils ont besoin. Il faut aussi réfléchir à la façon dont on peut donner des ressources aux professionnels pour qu'ils puissent intervenir de façon utile. Alors j'espère que cette présentation vous a été utile. C'est un domaine difficile à aborder parce qu'on parle de certaines des choses pour lesquelles on ne voudrait vraiment pas idéalement s'engager avec des enfants et des jeunes. Mais en fait, ce travail a une valeur. Et je pense que c'est l'une des choses qui nous a vraiment réjouis, c'est que beaucoup des enfants et des jeunes que nous avons interviewés, beaucoup des soignants et des membres de la famille, ont indiqué que ce qui les avait aidés à s'en sortir, c'était les services individuels et les praticiens individuels qui avaient fait la différence. Ils entendent ce que disent les enfants, ils écoutent les besoins des soignants et ils sont là pour eux dans les moments les plus difficiles. Et je pense que s'il y a une chose à retenir de ma présentation aujourd'hui, c'est qu'il faut renforcer ce sentiment que si nous voulons vraiment faire une différence pour les enfants et les jeunes, nous devons penser à ceux qui les entourent et réfléchir à la façon dont nous les soutenons autant que nous soutenons les enfants. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 2 ou 3 choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui me retiennent après avoir entendu votre discours, John. Premièrement, il y a tellement peu d'études sur cette question. J'ai vu que le Canada ne figure pas dans la liste. À quel point c'est important d'entendre, de réfléchir et de documenter la voix des enfants. Et ensuite, c'est la deuxième chose qui va me rester à l'esprit. Ce sont les histoires et les injustices que les enfants continuent de subir, le préjudice qu'ils continuent de subir après avoir subi la plus terrible des tragédies. Et à quel point il est important pour nous de nous pencher et de toujours demander « Hey, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? » afin de veiller à ce que ces préjudices ne se poursuivent pas. Et enfin, votre dernier message. Alors que nous essayons de protéger les enfants, je pense qu'on oublie que l'une des façons les plus importantes de le faire, c'est de s'assurer de leur donner une voix. Bon, nous passons maintenant à la partie causerie au coin du feu. Alors, restez avec nous. Si vous avez des questions pour John, vous pouvez les poser de 2 façons. Si vous êtes en personne ou en ligne, vous pouvez vous rendre au site web. Je pense qu'il sera affiché à l'écran, mais c'est sur Slido. Et ensuite, c'est Jaffe 2022. Tapez ce code et répondez aux questions. Si vous êtes dans l'auditoire et que vous aimez Reddit, vous pouvez aimer les questions pour vous assurer qu'elles passent en tête de liste. Et si vous êtes ici en personne, vous pouvez lever la main et quelqu'un se présentera avec un micro.
John, merci beaucoup pour cette présentation très puissante. Nous avons beaucoup de questions, mais je vais prendre la prérogative de poser la première. C'est la conférence de Jaffe, donc c'est Jaffe, donc moi, qui posera la question. J'écoutais votre présentation et j'ai réfléchi à la difficulté du travail en termes d'impact sur les professionnels qui essaient d'aider les enfants dans ces situations horribles et même sur les chercheurs qui lisent ces récits et essaient de donner un sens au modèle. Je pense que c'est l'une de mes premières questions. Traumatisme vicariant. Comment le gérer personnellement? Que conseillez-vous aux étudiants diplômés, aux personnes avec qui vous travaillez? Comment les gens survivent-ils? Parce qu'il est évident qu'on a notre propre chagrin et notre propre traumatisme et qu'on peut travailler avec les jeunes sans les gérer. C'est une excellente question, Peter. Je pense qu'au cours de la dernière décennie, on a beaucoup mieux reconnu le traumatisme vicariant et son impact sur les personnes qui travaillent dans le domaine. La violence faite aux femmes dans le secteur de l'enfance a probablement été à l'avant-garde de la réflexion sur la façon dont les individus sont soutenus au moyen de la supervision, en ayant la possibilité de désescalader et de décompresser après avoir vécu des situations particulièrement difficiles. Personnellement, j'ai trouvé très utile de passer de la pratique à la recherche comme moyen de réfléchir à des façons plus saines de faire face à ces situations. En termes de santé physique, je fais des activités physiques, mais aussi en ayant des amis et des collègues très proches vers qui je peux me tourner pour parler de certaines de ces questions. Surtout les questions qui ont tendance à s'infiltrer à l'intérieur, cette armure qu'on construit parfois autour de nous. Il faut qu'on accepte que ça peut avoir un impact sur nous et que chaque exemple qu'on examine pourrait avoir un impact différent et il faut l'accepter et accepter nos sentiments et en discuter. C'est important. Nous avons peut-être tous besoin d'une causerie au coin du feu parce que c'est utile. On fait des recherches, il est utile de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens partout dans le monde qui luttent contre les mêmes enjeux et qui essaient d'aider les enfants. Voici certaines des questions qui ont été envoyées par les gens en ligne. Pourquoi y a-t-il si peu de recherches sur l'impact de la violence conjugale et de l'homicide sur les enfants? Certains chiffres sont choquants parce qu'on s'y intéresse si peu. Parce qu'on s'y intéresse si peu. Pourquoi on ne se soucie pas des enfants? John. Eh bien, je pense que ça revient en partie à ce que vous avez dit. Il y a 20 ans, on ne pensait pas aux enfants comme étant des victimes à part entière. On voyait les enfants comme étaient en marge de ce genre d'expérience. Et je pense qu'à mesure que nous reconnaissons que les enfants sont touchés par la violence familiale et la maltraitance et que cet impact peut être à plus long terme, je pense que cela a augmenté la visibilité des enfants en général. En termes d'homicide familial, c'est tout récemment qu'un travail important a été fait autour des victimes adultes, sans parler de la réflexion sur les survivantes et ce que cela peut signifier pour elles. Je pense que c'est en partie lié à la façon dont on comprend la violence familiale chez les enfants, mais aussi au fait que ce n'est pas un domaine où les gens ont voulu investir de l'argent dans le passé. Ils préfèrent étudier l'impact du cancer sur les enfants plutôt que cette question. Dans la faculté d'éducation, on essaie de préparer les futurs enseignants à ce sujet et faire en sorte qu'ils reconnaissent les enfants dans leur salle de classe. On estime que dans une classe moyenne, 3 à 5 enfants sont confrontés à la violence familiale. Une question qui a été posée en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les éducateurs à être plus sensibilisés par rapport aux enfants qui composent avec la violence familiale? Les enseignants sont les premiers à voir les moineaux sortir de la mine, si on peut le dire. Alors, que peut-on faire? Bonne question, Peter. Ma femme est enseignante au primaire. Alors, je sais bien que dans une salle de classe, il peut y avoir un grand nombre d'enfants qui ont des besoins très différents
et beaucoup de ces besoins sont liés à des facteurs extérieurs à la classe et à l'éducation. Alors, il faut réfléchir à la façon dont on peut donner des ressources aux enseignants pour leur permettre de reconnaître qu'ils ne pourront jamais être experts dans toutes ces questions, mais qu'ils ont le sentiment d'avoir une bonne maîtrise de certains concepts fondamentaux et de façon d'aider. C'est pourquoi je pense que certaines approches de la pratique tenant compte des traumatismes peuvent être très utiles. Elles doivent être réfléchies et gérées avec soin. Les enseignants ont tendance à être centrés sur l'enfant de toute façon, alors il faut les aider à réfléchir à la façon dont ils peuvent montrer cette attention d'une façon qui permette aux enfants d'avoir l'impression que leur situation a été vue et reconnue et qu'ils ont la permission de parler de ces questions avec leur enseignant qui peut ensuite les aiguiller vers des contributions de spécialistes. Oui, une partie de cela, une autre question qui a été posée, c'est de penser à une collaboration plus large. La violence conjugale, c'est l'affaire de tous, la sécurité des enfants, c'est l'affaire de tous. Alors, comment faire pour faire en sorte que différents systèmes collaborent? Je pense à certaines de vos recherches et des études de cas que vous avez présentées. Vous cherchiez à ce que des partenaires de différents secteurs collaborent plutôt que de travailler en silo. Avez-vous des suggestions sur la façon d'améliorer la collaboration que vous avez pu voir dans vos études et votre travail? La collaboration se fait souvent à deux niveaux. L'un, c'est les directeurs d'organisation ou les dirigeants qui pensent qu'il est important de collaborer, mais ils ne mettent peut-être pas en place les structures et les processus qui facilitent cette collaboration. Et sur le terrain, les praticiens sont désireux de travailler avec d'autres. Mais d'une part, ils trouvent peut-être quelqu'un avec qui ils peuvent travailler de très près, ce qui est très satisfaisant parce qu'ils voient la valeur de ce travail, ou bien ils voient que d'autres praticiens ne sont pas aussi ouverts à la collaboration. Et il y a une barrière psychologique parce que l'autre professionnel ne comprend peut-être pas leur point de vue, ou bien l'autre personne n'est pas soutenue dans son organisation pour travailler de façon collaborative. Bon, une petite histoire. Lorsque je travaillais en tant que travailleur social en service de protection de l'enfance, j'étais souvent frustrée par mes collègues qui travaillaient en toxicomanie parce que je voulais savoir si les parents participaient au service, s'ils suivaient une thérapie, si des progrès étaient réalisés ou non. Et en fait, j'étais très fâchée contre mes collègues. Je me disais, si seulement vous faisiez ce que je veux que vous fassiez, mon travail serait tellement plus facile. Mais en vieillissant et en acquérant un peu plus d'expérience, j'ai décidé d'inverser la situation et j'ai essayé de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous qui vous aidera à mieux faire votre travail, parce que cela m'aidera probablement de toute façon. Alors, je pense qu'une partie, c'est dû aux attitudes, mais en grande partie, c'est dû au système et au processus qui ne permettent pas aux praticiens d'avoir le temps et l'espace, ainsi que les cadres de référence pour collaborer. On a parlé des systèmes. Un défi supplémentaire qu'il faut reconnaître, c'est celui des familles en crise, des enfants en crise, qui doivent faire confiance à l'État pour les aider et résoudre leurs questions uniques dans une perspective intersectionnelle. Si on considère les besoins des enfants autochtones, il faut leur demander de faire confiance à l'État pour trouver ce qui est le mieux, ou encore aux groupes de minorités raciales, on leur demande de faire confiance à l'État. Que pensez-vous de cette couche supplémentaire par rapport à la réflexion sur le contexte de la vie des enfants et sur la façon dont on peut planifier et aider ces derniers? Oui, alors, en tant qu'étranger au Canada, je ne peux pas parler de l'expérience canadienne, mais je peux certainement reconnaître dans ma propre région du monde que les organismes de l'État ne sont pas perçus de la même façon par toutes les sections de la communauté avec lesquelles j'ai travaillé et je continue de travailler. Et je pense que c'est dû au fait que ces organismes doivent s'engager dans un véritable changement afin d'être perçus comme étant plus réactifs aux besoins particuliers de certaines communautés. Elles doivent aussi investir dans ces communautés afin que celles-ci disposent de plus en plus de personnes capables de fournir le type d'aide qui est le plus adapté à la culture et aux pratiques locales.
D'après votre travail dans le domaine de la protection de l'enfance et le fait que vous soyez passé du travail de première ligne au monde universitaire et à la recherche, lorsque vous arrivez du côté de la protection de l'enfance et que vous dites « je suis ici, je suis là pour vous aider », ce n'est pas toujours reçu de la façon dont on le souhaiterait, vu l'histoire de la colonisation, ou encore si on dit je suis de la police, je suis là pour aider votre famille ». Comment ces systèmes peuvent-ils construire de meilleurs ponts avec les communautés minoritaires? Oui, il y a de très bons exemples de différentes façons de travailler qui semblent avoir de meilleurs résultats pour toutes les familles, pas seulement pour les communautés minoritaires. Quand je regarde ma carrière, je vois qu'on a parfois pensé avoir besoin d'une façon spécifique de travailler avec cette communauté particulière pour être plus sensible à ses besoins. Et on le fait, mais cette nouvelle façon de travailler pourrait être aussi bénéfique à la majorité de la population. Et il faut donc recadrer la façon dont on comprend ce qu'on essaie d'atteindre et de le faire de façon à obtenir un plus grand consensus communautaire autour de ces objectifs, ainsi que des pratiques qui sont beaucoup plus sensibles à la culture. L'un des défis pour beaucoup de praticiens, c'est qu'il est plus difficile de s'engager dans certaines de ces façons de travail dans un environnement où les ressources sont limitées et où le volume de travail est plus important que la capacité du système à y faire face. Et donc, les gens ont l'impression d'être traités par un système et en réalité, c'est probablement le cas. Au lieu d'avoir l'impression que quelqu'un est là, à côté d'eux, et prend le temps de comprendre leurs besoins et l'aide dont ils ont besoin. Bon, j'ai une question presque impossible pour vous. Comme certains de nos participants ici dans la salle et en ligne, j'ai été frappée par votre étude de cas où vous aviez 4 enfants ayant 4 points de vue différents sur ce qui s'était passé. Comment faire pour gérer des récits concurrents dans la même famille? Par exemple, parfois, on m'appelle pour faire des évaluations parentales lorsqu'il y a une dispute entre le côté maternel et paternel de la famille pour savoir qui va s'occuper des enfants lorsque les deux parents ne sont pas là. La famille de la mère a une histoire sur ce qui s'est passé et ce que le père a fait à la mère. La famille du père peut être d'avis qu'il s'agissait d'un problème de santé mentale ou de toxicomanie. Le père est victime d'une maladie, il n'avait pas l'intention de tuer la mère. Les enfants, dans ce cas, ont des récits contradictoires sur ce qui s'est passé. Ils sont pris entre 2 familles et 2 récits. Et dans votre exemple, vous avez des enfants de la même famille. Ils peuvent avoir leur propre point de vue en fonction de leur âge, leur connaissance et de leur relation. Bon, c'est une question impossible. Sur le plan clinique, comment réalise-t-on la première étape pour les enfants, surtout quand ils sont à un âge où il faut donner un sens à ce qui s'est passé? Comment le faire pour que ce soit adapté à leur âge? Lorsqu'on a 2 groupes d'adultes qui donnent 2 différentes versions de la réalité. John: eh bien, je pense que ça consiste à essayer de réfléchir à la façon de travailler avec les adultes pour trouver un récit commun qui peut être partagé avec les enfants. Les adultes eux-mêmes doivent être prêts à y adhérer et à en voir les avantages pour les enfants. L'une des complexités est due au processus de justice pénale. Le défendeur a un récit qui consiste soit à essayer d'atténuer sa responsabilité, soit à essayer d'atténuer les conséquences de ses gestes. Et peu importe à quel point les autres professionnels essaient de faire de la médiation et de trouver un récit commun, on revient à ce point sur la judiciarisation du processus. Ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant devient secondaire par rapport à ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'accusé. Nous allons peut-être recevoir des questions de notre public ici. En attendant, il y a une question intéressante en ligne sur la prolongation de vos recherches. Vous faites des recherches sur l'impact de l'homicide familial et de l'homicide conjugal sur les enfants
Pour chacun de ces cas, il doit y en avoir une centaine d'autres où l'homicide n'a pas abouti et où les enfants vivent encore les événements traumatiques les plus extrêmes. Prévoyez-vous élargir vos recherches ou d'autres personnes vont-elles le faire sur ce qu'on appelle au Canada les préjudices corporels graves? John, je ne sais pas si quelqu'un fait des recherches dans ce domaine, mais je pense que c'est un domaine intéressant auquel il faut réfléchir. Certaines personnes survivent par pur hasard, d'autres survivent parce que la violence ordinaire n'atteint jamais le niveau de létalité. Mais les enfants, en fait, vont penser que leur parent va mourir à plusieurs reprises. Je pense que c'est un domaine d'étude intéressant. Parce que je pense que ça change les chiffres. Sinon, si on y pense, un seul, c'est trop, mais en regardant le nombre d'enfants touchés, on peut facilement le multiplier par 10, 20 ou même 30. Si on regarde les enfants qui sont dans des circonstances de mort imminente, il y a toujours des séquelles. L'une des questions qui revient souvent au tribunal, et je pense que vous l'avez abordée, c'est de savoir comment traiter les enfants qui sont obligés de voir l'agresseur. Par exemple, souvent, les juges souhaitent que les enfants aient une relation continue avec l'agresseur. Ils ont perdu leur... Même dans la célèbre affaire O.J. Simpson, les enfants ont perdu leur mère. Mais lui, il était là au tribunal et il s'est battu pour obtenir la garde des enfants. Dans cette affaire, en fait, il a fini par obtenir la garde conjointe avec les grands-parents maternels. C'est difficile d'imaginer la garde conjointe dans ces circonstances. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Comment soutenir les enfants qui sont obligés d'avoir des contacts alors que c'est peut-être contre leur volonté? Mais dans ce cas, un juge pense que ce serait bon pour eux. John. Oui, et d'autres membres aussi de la famille pourraient penser que c'est bon pour l'enfant d'avoir ce contact. Ça fait partie des efforts d'éduquer la magistrature pour avoir une compréhension plus nuancée de ce que signifie la responsabilité parentale. Est-ce que l'on renonce à certains de nos droits ainsi qu'à nos responsabilités? Il faut penser au contexte dans lequel on a créé cette situation impossible pour les enfants. Peter. Alors cela passe en partie par l'éducation judiciaire et le fait qu'il faut repenser la nature du contact et la façon dont ce contact doit avoir lieu. Alors, les lumières sont un peu aveuglantes, alors je vais m'assurer de ne pas manquer de main levée. Mali, pouvez-vous m'indiquer s'il y a une question? Salut. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'ai une question qui est à la fois théorique et pratique. Vous avez parlé du sentiment de soi pour les enfants, de l'identité. Pourriez-vous parler davantage de l'importance de la formation d'identité et de sa relation avec les traitements et la gestion de la perte et de la résilience? John. Oui, c'est une très bonne question. C'est l'une des choses, à mon avis, qu'on n'a pas encore réussi à bien comprendre. En fait, si on pense que l'identité des enfants est affectée parce qu'ils ont vécu, eh bien, pourquoi est-ce que ça ne serait pas affecté? Et qu'est-ce que les services peuvent faire pour aider les jeunes et les enfants dans ce contexte? Catherine, j'ai montré sa photo tantôt, a des réflexions très utiles sur la façon dont les professionnels essaient de s'engager avec les identités des jeunes et des enfants par opposition à ce sentiment que leur identité est principalement vue à travers la lentille de cet incident. Je pense que c'est une chose que nous allons vouloir explorer. Réfléchir à quel point, dans la hâte d'offrir de l'aide et d'essayer de faire ce qu'il faut, on se concentre trop sur cet incident singulier plutôt que d'essayer de donner aux enfants et aux jeunes, surtout lorsqu'ils passent de l'adolescence à l'âge adulte, l'espace nécessaire pour explorer les nombreuses facettes de leur identité. Parce que pour beaucoup de jeunes hommes, on parle de la crainte qu'ils deviennent comme leur père, généralement dans le domaine de la maltraitance familiale et de la violence conjugale. Et ils apprécient l'occasion d'en parler
en même temps que de parler de leur identité sexuelle, de leurs espoirs et de leurs aspirations pour ce qu'ils feront à l'avenir, non seulement en termes de relations, mais aussi de carrière. Je pense que c'est probablement la façon dont on aborde ces questions présentement. L'un des points que vous soulevez concernant l'identité indique que les garçons pensent qu'ils vont grandir comme leur père. Moi, je pense que c'est un défi et j'ai bien aimé vos commentaires. D'une part, on veut que les gens prennent conscience que les enfants peuvent subir des préjudices lorsqu'ils sont exposés à la violence conjugale. D'une autre part, on veut dire que ce n'est pas inévitable parce que ces actes se produisent. Ça ne veut pas dire que tu seras comme cela quand tu grandis. C'est un défi clinique? John, je pense que c'est un défi clinique, mais aussi social. On essaie d'éduquer le grand public pour qu'il réfléchisse au fait que les gens n'ont pas besoin d'être redevables de leur passé. Mais cela n'arrivera pas par hasard. Il faut fournir un soutien aux personnes pour qu'elles puissent donner un sens à ce qu'elles ont vécu, mais aussi pour qu'elles puissent aller de l'avant. Et c'est là où les écoles ont un rôle très important à jouer. Elles aident les enfants à réfléchir à leur avenir et à ce qu'ils veulent devenir, et elles les aident à y parvenir. Il y a aussi les professionnels de la santé mentale. Ils réfléchissent à la façon dont ils travaillent avec les jeunes sur certaines des questions qu'ils rencontreront après avoir grandi avec la violence conjugale. Je pense qu'il y a une autre question, notre public ici. Bonjour. Merci d'être venu pour cette conversation. Ma question fait suite à celle qui portait sur les enfants qui ne comprennent peut-être pas ce qui s'est passé ou qui sont encore un peu trop jeunes. Je suis curieuse de savoir si une partie de la recherche pourrait permettre d'apprendre des enfants quel a été l'impact au moment de la communication lorsqu'ils reçoivent ces récits. S'il y a eu un changement dans certains de ces thèmes comme le traumatisme, la perte et l'identité. John, c'est une question très utile. Parce que souvent, les jeunes savent quelque chose sur ce qui s'est passé, mais il s'agit de savoir si leur compréhension des événements correspond au récit des autres. Certains jeunes que nous avons interviewés ont parlé du fait qu'ils recevaient des récits contradictoires de différents membres de la famille. Et lorsqu'ils sont allés consulter les dossiers de l'organisme, ceux-ci contiennent très rarement un récit très clair. Ces dossiers parlaient des gestes des gens, de ce que les gens avaient fait, mais il n'y avait pas vraiment de compte-rendu de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle ça s'était passé. Alors, les gens essayent de reconstituer le tout et à notre époque, de plus, les gens vont sur Internet et ils trouvent des informations. Parfois, ce sont des médias qui font des appâts à clics. Ils essaient de maximiser, tirer profit de la curiosité morbide des gens, alors qu'il y a d'autres médias qui signalent peut-être de manière très précise ce qui a pu se passer dans une affaire judiciaire. Mais encore là, c'est un récit particulier qui est présenté dans un certain contexte. Au Royaume-Uni, on a 4 juridictions différentes. 3 d'entre elles ont des processus d'examen des homicides familiaux en place. On a interviewé certaines des personnes qui s'engagent dans ces examens d'homicide, car ceux-ci sont très axés sur l'adulte qui est décédé. Mais ce qu'ils commencent à essayer de faire, c'est de réfléchir au fait que dans les années à venir, les enfants et les jeunes, une fois adultes, voudront peut-être accéder au rapport. Alors, qu'est-ce qu'il faut y inclure pour aider le jeune d'aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé lorsqu'il sera dans l'avenir? Sachant qu'ils n'auront peut-être pas accès au rapport complet, mais qu'il devrait y avoir un élément du rapport qui pourrait être mis à leur disposition à l'avenir et qui contient le récit professionnel et, autant que possible, essayer de voir si cela peut être convenu avec d'autres membres clés de la famille. Je pense qu'il faut donc explorer ces récits avec les adultes, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce serait un domaine de travail très intéressant pour l'avenir. Peter, alors, une question en ligne, une question stimulante. On a des enfants qui peuvent être témoins au tribunal judiciaire. Ils ont été exposés aux homicides familiaux. Ils peuvent être un témoin de choses qui se sont passées avant ou pendant l'homicide. Et maintenant, on leur demande d'être un témoin au tribunal.
Bien sûr, la plupart des procureurs évitent de faire témoigner les enfants, mais si l'enfant est le témoin clé, ça peut être nécessaire. Avez-vous une idée du fardeau que cela représente pour ces enfants de devoir se rappeler et revivre ces choses? John, c'est un fardeau énorme. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'anxiété lorsqu'il s'agit de fournir une aide et un soutien thérapeutique aux enfants et aux jeunes avant qu'ils ne témoignent devant le tribunal. Bien que ces éléments de preuve peuvent être enregistrés à une date proche de la durée de l'incident dont ils ont été témoins. Mais l'enfant doit être disponible pour être contre-interrogé sur ces éléments de preuve. Et ainsi, pendant cette période intérimaire, l'enfant ne bénéficiera peut-être pas d'un soutien thérapeutique très important. Du point de vue des droits de l'enfant, il me semble que ce n'est pas juste. Nous avons de la chance dans notre communauté. Grâce au travail de Linda Baker et de mes collègues de la clinique du tribunal de la famille de London, on a mis en place un programme d'enfants témoins. On prépare les enfants à témoigner et on fait ce qu'on peut pour qu'ils ne soient pas à nouveau victimes. Mais c'est tellement difficile et c'est tellement extrême, j'imagine que cela ferait partie du recours. Oui, je pense que ça fait partie de la discussion avec les juges, à savoir si c'est vraiment nécessaire et quelles sont les façons dont le système judiciaire peut se modifier pour qu'il y ait encore un procès et pour protéger les droits des prévenus, mais sans investir autant dans les enfants pour qu'ils soient le pivot de la déclaration de culpabilité. J'ai une dizaine d'autres questions. J'ai gardé les plus difficiles pour la fin. Merci, Peter, dit John. Malheureusement, les responsables me signalent que l'on doit conclure. On commence à manquer de temps. Alors, je conclus. Alors, premièrement, merci beaucoup d'être là. Merci pour vos commentaires très gentils au début et merci d'avoir abordé un sujet aussi douloureux et difficile avec autant de compassion. John, merci, Peter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Barb McCory. Je suis la directrice communautaire du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Je vais vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui pour la 2e conférence annuelle Peter Jaffe. Le sujet est difficile, mais tellement, tellement important. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous. John, merci pour votre sagesse et vos perspectives. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer ici. Peter, merci pour tout ce que vous avez fait en jetant les bases pour ce genre de travail. Alors, aux gens qui sont en ligne, j'espère que vous avez beaucoup appris et que vous continuerez à suivre notre travail.